Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Ibrahim Bouanaeri, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors vous avez été qualifié pour le second tour de ces législatives, second tour qui aura lieu ce dimanche. Vous êtes investi du parti MDM, on en parlera tout à l'heure de la suite de votre campagne, comment ça se passe jusqu'à dimanche. Vous nous direz tout cela tout à l'heure, Ibrahim Bouanaeri, vous restez avec nous. Merci Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors, décidément, la colère gronde ici à Mayotte. Maintenant, même dans les établissements scolaires, les mouvements de colère se font sentir. On en parle tout à l'heure avec vous, notamment du côté de Passamanti. Vous restez avec nous, Pierre, mais d'abord, voici les titres de ce mardi 13 juin. Les agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont débrayé ce matin. Depuis octobre 2016, ils attendent l'application d'un décret ministériel concernant la reprise en compte de l'ancienneté des agents des corps passerelles. L'impatience se fait aujourd'hui sentir, d'autant qu'une réunion entre les autorités a récemment semé le trouble. Explication. Au lendemain des résultats des élections législatives, nous sommes allés à la rencontre du député sortant de la première circonscription, Bouenali Saïd Toumbou, afin de connaître son sentiment sur cet échec, mais également le bilan de sa mandature. Il nous a également livré son intention de vote. Reportage. Les journées nationales de l'archéologie auront lieu sur le territoire du 15 au 18 juin. Conférences, expositions, mais aussi ateliers fouilles, reconstitution d'objets ou encore fabrication de poterie. Cet événement abordera de façon ludique la diversité du patrimoine archéologique mahorais et présentera les dernières avancées en la matière. Focus à la fin de cette édition. Cela ne vous a sûrement pas échappé, il ne se passe plus un jour sans qu'un mouvement de grève ne voit le jour à Mayotte. Ce matin, c'était au tour d'une partie des agents de l'ADL de débrayer le temps d'une journée. Répondant à l'appel d'une intersyndicale constituée FO, CGT et FSU, ils étaient des dizaines à manifester devant les portes de l'institution ce matin. En cause, un décret concernant la reprise en compte de l'ancienneté des agents du corps passerelle. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Une partie des agents de la DEAL était en colère ce matin. En effet, nombre d'entre eux attendent avec impatience l'application du décret numéro 2016-1449 concernant la reprise en compte de l'ancienneté des agents du corps passerelle de Mayotte. Néanmoins, le décret n'est toujours pas entré en vigueur et la question de sa teneur semble remise en cause par les autorités. On a souhaité faire un débrayage aujourd'hui parce que il y a la reprise en compte des anciennetés générales des services des agents du corps transitoire qui a été actée et un décret est paru le 26 octobre 2016. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce décret n'a pas été mis en application. On nous avait promis à la DEAL de Mayotte que la mise en paiement aurait dû avoir lieu au mois de mai, et le mois de mai est passé, donc là au jour d'aujourd'hui on entend des rumeurs comme quoi il y a eu des difficultés et que cette ancienneté serait reprise uniquement à partir de 2005. Ce débrayage vise donc à dénoncer l'attitude des autorités qui, selon les délégués syndicaux, tentent de modifier ce décret en catimini. En effet, une réunion s'est tenue en mai dernier et le compte-rendu inquiète les agents. A priori, on nous a informé que c'était une réunion interservice, que les syndicats n'ont pas été conviés. On ne sait pas ce qu'il en est sorti de cette réunion. La seule chose que nous avons, ou la certitude que nous avons, c'est que notre directeur a donné un projet d'accord à une délégation qui s'était réunie le 19 mai dernier, où là-dessus nous voyons cette date de 2005. Qui est proposé. Donc je pense que s'il a osé proposer cette date, c'est que ça fait suite à leur fameuse réunion qu'ils ont eue je ne sais pas où. Afin de mettre la pression sur les autorités et notamment sur le préfet Frédéric Vaux, les agents ont décidé de lancer un ultimatum. Nous, on est vraiment inquiets de cette situation et on est indignés et on souhaite vraiment que enfin les Mahorais, les agents locaux soient considérés à leur juste valeur parce que c'est eux qui quand même ont construit ce pays.
Et on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, leur dire que tous les années qu'ils ont fait ne vaut plus rien. Et là, donc, on vient, comme vous avez vu, on vient de décider en Assemblée générale que si ce décret n'est pas appliqué dans les jours qui viennent, il y aurait sûrement une mobilisation plus forte que cela. Cette question de la reprise en compte des anciennetés générales de service touche de nombreuses administrations du département. Elle constitue une source de conflit social, comme le prouve ce nouveau débrayage à la DEAL, qui pourrait rapidement se transformer en mouvement de grève. Et de leur côté, les salariés de la carrière IBS devaient entrer en grève ce matin. Cette fois, ce n'est pas l'employeur qui est mis en cause, mais les autorités qui tardent à délivrer un agrément installation classée protection environnement, ce qui empêche l'exploitation du site d'extraction et menace la pérennité de certains emplois. Mais au final, le mouvement aurait été évité de justesse puisqu'un agrément devrait être délivré prochainement. Du côté de la Colas, en revanche, le mouvement bat son plein. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La menace d'une grève du côté de la carrière IBS planait sur le département ce matin. En cause, un agrément installation classée protection environnement qui n'est toujours pas délivré par les autorités et qui menace la poursuite des activités à Kangani. Néanmoins, ce matin, une bonne nouvelle est tombée pour les salariés puisque l'autorisation d'exploitation devrait être délivrée prochainement. C'est une autorisation qui devrait venir de la préfecture des services des mines. Donc nous attendons que cette autorisation soit donnée pour que ces salariés aient une activité pour espérer avoir des fins du mois et garder leur emploi. Et puis garder leur emploi. Si cette grève vient d'être évitée, du côté de la Colas, le conflit bat son plein. Les salariés ont pris la tête du mouvement en lieu et place des syndicats et ont souhaité expliquer leur démarche. Wasi watu hazidi ruano kondoni ban madelegor walishi anekar mana wao direction wao wasurongwa mama delegor wa pousse watu amba wande ta arwa tungor dezin surenga mfano TPC unka merbala pial pare kav kamyongio kavila wao kav kayasila wao kavrige wabo iyo deshtia wa marusa monashite kuleoban wa jamba rubemblango abo watu hadisi bana wao namba dukala olbaliha marqué kesungia. La lassitude grandit du côté des grévistes, même si la détermination reste sans faille. En effet, tant que les négociations n'auront pas repris, le conflit va se poursuivre. A noter que ce matin, le ton est encore monté du côté du siège de la société. Bouraïma Hamada s'est même rendu à la police pour déposer plainte contre le chef du matériel qui l'accuse d'avoir pris un camion pour foncer sur les grévistes. La situation est donc toujours aussi tendue aux grandes dames de Salim Naouda qui s'insurge contre l'attitude du géant du BTP. Quand la Colas se vante qu'elle a plus de 50 ans sur Mayotte et que malheureusement pendant 50 ans, quelle est l'action sociale qui a été développée à Mayotte par la Colas? Je ne parle pas de construction des bâtiments ou autres. Mais quelle est l'action qui a été faite réellement par la Colas pour développer Mayotte? Et quand on voit même leur siège social, c'est indigne des multinationales qui a 50 ans à Mayotte. Les jours passent, mais rien n'évolue du côté de la Colas. Et chacun se demande désormais comment tout cela va se terminer. Et direction maintenant le port de Longoni où le travail a repris, sauf que depuis un SMS provenant de la présidente de MCG est venu semer le trouble. Elle rapporte ainsi à certains grévistes que le relevé de conclusion des réunions sur la fin de la DSP n'ont pas de valeur juridique et qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre pour, je cite, calmer les esprits. Toujours d'après le SMS, plusieurs élus lui ont confié qu'ils n'iraient jamais au bout de la démarche de dissolution, sans compter les 4 lettres produites par le conseil départemental, allant elles aussi dans ce sens. Des propos qui n'effraient pas, outre mesure, Salim Naouda, qui affirme que la vigilance restera de mise. Écoutons plutôt ses propos ce matin lors de la matinale de Kwezi. Nous avons signé un certain nombre de documents avec le délégataire, avec le délégant, avec d'autres acteurs au port. Et ce n'est pas pour autant que les choses ont évolué. Donc le syndicaliste que je suis, je reste toujours vigilant et je continue toujours avec les salariés dans l'action vers une vraie réforme du port.
où tout le monde aura sa place, où chacun aura sa disposition. Si on dit que le document qui a été signé le samedi n'a aucune valeur juridique, c'est pas ça ce qui m'intéresse, moi. La valeur juridique ou pas, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Il y a des engagements qui sont pris. Des décisions politiques. Des décisions politiques qui sont prises par le département en présence de tout ou presque les syndicats des employeurs de Mayotte, parce que le MEDEF aussi, il est favorable à une destitution de la DSP. Donc, toutes les entreprises des employeurs et les syndicats majoritaires qui sont au port de Mayotte, ils ont paraphé ce document. Donc, si le département essaie de jouer contre tout le monde, eh bien, il y aura une mobilisation de tout le monde. Alors Pierre, on vient de voir Salim Naouda par rapport à tous ces mouvements de grève. Un autre mouvement peut-être qui se prépare du côté de Passamanti au collège. Qu'en est-il très exactement ? Oui, effectivement, nous avons reçu un communiqué de la part du syndicat CGT Éducation, un syndicat qui est très actif, on le sait, il fait souvent partie des mouvements de protestation, des mouvements de grève, il est souvent intégré dans les intersyndicales, et donc ils ont envoyé un communiqué pour faire part des violences qui ont lieu depuis plusieurs semaines aux abords, mais également au sein de l'établissement. Donc c'est des violences qui font suite à des affrontements entre bandes rivales, Passamenti et Vaibé, des affrontements récurrents, c'est pas nouveau, mais là ça reprend de plus belle. Donc des individus armés de chombo, armés de chaînes qui entrent dans l'établissement, qui se battent violemment. Et il y a eu déjà 3 élèves qui ont été emmenés d'urgence aux urgences justement, qui ont été amenés au CHM, notamment un aujourd'hui. Donc là les personnels ont également été menacés à plusieurs reprises. Donc le ras-le-bol est criant du côté des enseignants notamment. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retraite dès demain matin et demandent une rencontre d'urgence avec Madame le vice-recteur afin de pouvoir discuter de cette problématique des violences, puisqu'il y a des interventions policières, mais ça n'y suffit pas. Il y a également eu des mesures qui ont été prises. On sait que c'est un collège Passamenti qui est surtout mis en lumière depuis ces dernières semaines pour ses nombreuses actions, semaines citoyennes. Il y a de très belles choses qui se font au sein de cet établissement, mais effectivement, il y a aussi ces violences qui sont récurrentes et qui sont très graves. Alors, ce qui est grave aussi, c'est qu'on entend très peu parler. Donc, vous allez dire, c'est notre travail à nous, journalistes, de nous tenir au courant de tout ce qui se passe, mais c'est un petit peu compliqué d'être au fait de toutes les actualités. Et c'est vrai que ces violences, nous n'étions pas au courant ces dernières semaines, et les autorités se gardent bien d'en parler également. Donc finalement, ça se fait dans le silence général où personne n'en parle. Sauf que c'est quand même très très grave, elle devrait être dénoncée, et ils réclament surtout des moyens que ce soit matériel, des moyens humains, la création de postes. C'est un établissement qui est prévu pour 1100 élèves, qui devrait en accueillir 1800 dès la rentrée 2017. Donc on voit cette surpopulation dans les établissements, elle est forcément facteur de problèmes. Pourquoi ? Parce que je pense à la saison des pluies notamment. J'avais pu discuter à plusieurs reprises avec des personnels qui m'expliquaient qu'en saison des pluies c'était très compliqué, parce qu'il y avait souvent des préaux qui n'étaient pas du tout suffisants pour abriter tous les élèves, et les élèves étaient les uns sur les autres. Finalement, ils commençaient à se bousculer, et puis avec une étincelle ça partait. Voilà, c'était la violence, et puis ensuite c'est une série de violences qui s'en suivent. Donc voilà, ils réclament absolument des moyens. Ils réclament aussi d'avoir plus de sécurité et donc plus de policiers aux abords de l'établissement. Ils réclament aussi de la sécurité pour protéger l'établissement, notamment du grillage, pour qu'il n'y ait plus d'intrusion comme il y a actuellement dans ce collège. Ils en avaient déjà référé au vice-rectorat auparavant de toutes ces violences ? Oui, puisque le vice-rectorat, comme je l'ai expliqué, a déjà pris des mesures. Maintenant, c'est insuffisant. Les policiers aussi sont présents au sein de l'établissement, enfin en tout cas aux abords. Ils essayent de faire des rondes, mais c'est compliqué. On sait qu'ils sont pas suffisants sur le territoire. Les policiers déjà, ils ont beaucoup de travail, donc ils ne peuvent pas être aux abords de tous les établissements toute la journée. C'est impossible. Et donc voilà, forcément, avec ce manque de moyens, il y a ces violences qui prennent corps au sein et aux abords, et c'est très très grave. Donc on comprend leur colère, on comprend ce droit de retrait. On va le suivre de très près demain, et puis on va voir aussi la réaction du vice-rectorat. Est-ce que Madame le vice-recteur va accepter cette rencontre, et puis qu'est-ce qui va pouvoir être fait à court terme, et puis surtout pour la rentrée prochaine, puisque là on est à quelques semaines de la fin de cette année 2016-2017.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et dans le chapitre politique à présent, nous avons souhaité revenir sur les candidats malheureux de ce premier tour des législatives, notamment les députés sortants. Si Ibrahim Aboubacar arrive 3e dans la circonscription 2, Boinali Saïd Toumbou, lui, n'aura finalement obtenu que 2% des suffrages dans sa circonscription. Un triste score qui le place très loin derrière les premières places. Au lendemain du scrutin fatidique, nous sommes allés à son rencontre dans sa permanence. Quel est son sentiment? Comment envisage-t-il la suite à présent? Donnera-t-il oui ou non des consignes de vote? Boinali Saïd Toumbou nous en dit davantage dans ce sujet signé Soni Chamsidine. C'est une sortie par la petite porte. Pour Boinali Saïd Toumbou, le cap du premier tour n'aura pas été franchi. Avec seulement 2% de suffrages recueillis, les voix n'auront pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, le député sortant accepte la sanction. Si je suis sanctionné, je me dis je n'ai pas été compris, ce n'est pas grave. Je continue le combat, je n'ai aucune amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Pour construire une société et des hommes, il faut du temps. J'ai donc pris mon temps, le temps n'était pas suffisant. Or, le temps politique, ce n'est pas le temps du projet. Un regret et un échec, la lutte contre la vie chère, cheval de bataille du député Mabawa durant ce quinquennat. L'ancien élu considère avoir été bien seul. La loi a été fabriquée, d'accord? Mais tous les politiques sont venus dire que c'est moi le responsable de l'octroi de mer, c'est moi le responsable des douanes, c'est moi le responsable de contrôle des marges et tout. C'est-à-dire ils veulent faire. Ils m'ont accusé de n'avoir pas fait le boulot de Swabadine et de n'avoir pas fait le boulot du président des maires. Dans sa permanence, au lendemain du premier tour, les soutiens de la première heure accusent. Vraiment, donc usifikira mba intambisha wakati leo kamba watu kashinda waelewa leo namna lazima nikemba watu watwendao be leo kila wao nomba kila mtu ana ya lazima nikaande be kama mwentukia be wasvanda sikavansi soit ikomba jusqu'au bout. Pour le second tour des législatives, l'ancien syndicaliste a fait son choix. Ce sera la socialiste Ramlati Ali. Il a démontré au travers ses actions avec les femmes leaders qu'ils étaient capables de défendre des causes populaires. Et moi, comme venant de gauche, je pense qu'elle est plus disposée à entendre le cri du peuple. Je ne voterai pas pour Elhad parce que ce garçon me semble être malhonnête. Et il y a bien une vie après un mandat politique pour Boinali Saïd Toumbou, enrichi par l'expérience parlementaire. J'ai énormément appris. Ça, j'allais le mettre sur le crédit des Mahorais. Beaucoup. C'est pour me dire que le département, si nous ne prenions pas en charge la jeunesse et l'économie locale, il ne peut pas y avoir un département cohérent. L'ex-député compte désormais entreprendre, mais son histoire avec le monde de la politique est loin d'être terminée. Il y a noté que Chaboudine Ben Youssouf et son mouvement Union pour le renouveau de Mayotte ont indiqué pour leur part apporter également leur soutien à Ramlati Ali. Et je me tourne à présent vers notre invité. Il s'agit d'Ibrahim Boinali qui est qualifié pour le second tour. Ibrahim Boinali qui est du MDM. Alors on a vu le reportage avec Boinali Saïd. Aujourd'hui, vous, quel est votre sentiment en tant que candidat qualifié ? Non, pour l'instant, je vis le moment comme tout le monde. Je profite de cette apparition pour remercier l'ensemble des électeurs et des électrices qui m'ont prêté leur suffrage dimanche dernier. Et je demande à toutes et à tous d'être mobilisés pour ce prochain, pour le deuxième tour. Mon sentiment, c'est que, comme il l'a dit le député Boinali, c'est que les députés ou bien les élus mahorais ont du mal à faire passer le message vis-à-vis de passer les messages à la population. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail qu'il faut faire à la fin du mandat ou une fois de temps en temps. Moi, je pense que c'est en permanence que les élus doivent être proches de la population pour expliquer ce qui se passe, expliquer les difficultés rencontrées, parce que tout le monde est capable de comprendre. Il suffit juste de prendre le temps d'expliquer s'il y a une difficulté, expliquer les victoires, les échecs,
on finira par être compris. Mais il ne faut pas attendre la fin du mandat pour pouvoir dire, expliquer ou bien donner un bilan. C'est trop loin pour la population. Donc vous semblez comprendre ce qui est attendu par les Mahorais d'un député. Aujourd'hui, quelle sera votre position à vous si vous êtes élu demain? Ma position, c'est clair. Moi, je suis le député du MDM. Je serai le député du MDM, mais le député de Mayotte. Quand on dit du MDM, c'est le député de Mayotte. Je resterai fidèle aux valeurs de mon parti, qui est le parti de Mayotte. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça sera un bilan régulier, en fait, des comptes rendus réguliers, proches de la population, et surtout défendre les intérêts de Mayotte. Oublier, quand on est élu, de dire qu'on est de tel ou tel parti national. On l'a vu qu'à chaque fois, ça pose beaucoup de soucis aux Mahorais. Et donc les Mahorais n'ont plus besoin des gens qui sont affiliés à un parti national parce qu'à un moment ou à un autre, ils seront obligés de défendre les intérêts de leur parti ou les intérêts de leurs partis nationaux qui sont souvent contraires aux intérêts de Mayotte. Il faut savoir que Mayotte est un jeune département, Mayotte est un territoire sous-développé et que les partis nationaux représentent des populations qui ont déjà un certain niveau de vie qui diffère du nôtre. Pour cela, il faut rester proche de sa population, il faut rendre compte de ce qui se passe et surtout défendre avec rigueur les intérêts de Mayotte quand il faut. Alors on a vu la proximité qu'il y avait entre le MDM et le parti d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, vous vous positionnerez comment par rapport à cette majorité présidentielle? De toute façon, la question ne se pose même pas. Le MDM avait soutenu le président de la République. Maintenant, les valeurs d'En Marche sont les mêmes. En fait, je veux dire même qu'En Marche a copié les valeurs du MDM. Le MDM avait toujours choisi de se positionner au centre, ni droite ni gauche, parce que les problèmes de Mayotte ne se trouvent ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, on a un parti politique qui a repris ces valeurs-là. On ne peut que se réjouir d'être un précurseur d'une situation. D'ailleurs, souvent à Mayotte, on est précurseur, mais là, ça a été vraiment démontré. Le combat du MDM depuis plus de 50 ans n'a jamais voulu s'affilier à un parti national. Aujourd'hui, on voit que ce sont les partis nationaux qui reviennent sur l'idée du MDM. Donc, on ne peut que se réjouir, mais l'affiliation à la majorité présidentielle est naturelle pour un député du MDM. Alors justement, pour ce qui est des priorités par rapport aux intérêts de Mayotte que vous comptez défendre, quelles seront-elles? Moi, en tant que député, il faut tout reprendre en fait. Il ne faut pas exclure tel ou tel niveau, parce que Mayotte souffre dans tous les niveaux. Mais le député que je serai là pour défendre le progrès social, l'emploi et le pouvoir d'achat. Donc le progrès social, l'emploi et le pouvoir d'achat, vous voyez qu'à l'intérieur, on inclut tout. Donc c'est garantir l'accès aux soins et renforcer la solidarité aussi, ça c'est très important. Mais aussi à favoriser la culture et l'accès au sport. Quand on parle de sport à Mayotte, vous savez tout de suite qu'on pense aux Jeux des îles où les jeunes Mahorais sont exclus depuis plusieurs années, ou bien on tente d'intégrer ces jeux-là. Mais on ne peut pas intégrer les Jeux des îles, on ne peut pas se battre à intégrer ces Jeux des îles tant que les infrastructures ne seront pas réalisées à Mayotte. Il faut d'abord avoir les infrastructures à Mayotte, après demander. Donc moi je pense que la demande a été prématurée, ou bien comme un ancien président de la République avait dit, c'était demander la participation de Mayotte aux Jeux des îles avant la construction des infrastructures, c'était mettre la charrue avant le bœuf. Donc parmi mes projets, je pense que c'est un projet de société, parce que construire des équipements sportifs ne sera pas uniquement bénéfique aux sportifs, mais ça va être bénéfique à la commande publique, donc à l'emploi et à l'économie, à la consommation. Donc on va du progrès social, de tout ça, ça rentre dans... L'immigration, la sécurité, l'éducation, dans quand je parle de la sécurité, justement, on parle de la sécurité. Il ne faut pas parler que de l'immigration dans la sécurité. Il y a la sécurité humaine qui concerne les hommes et les femmes, mais il y a aussi la sécurité sanitaire, mais on a aussi la sécurité alimentaire.
Il faut voir ce que mangent les Mahorais actuellement. On n'est pas du tout en sécurité par rapport à ce qu'on mange. Donc il faudra s'attaquer à cette problématique. Il faut absolument qu'on revoie le mode de consommation des Mahorais. Revoir le mode de consommation, ça veut dire revoir aussi le mode de production des produits alimentaires. Là aussi, nous intégrons tout un ensemble, parce que nous n'oublions pas à notre agriculture et nos agriculteurs. Mais en attendant, on a aussi l'égalité à défendre. Mais la première égalité à défendre, c'est l'égalité salariale. Il est inadmissible qu'aujourd'hui l'indexation de Mayotte s'arrête à 40%, quand nos amis réunionnais, ils sont à 53%. Moi, parmi les dossiers prioritaires qu'il faut mettre sur la table, c'est tout de suite pourquoi le Mahorais est indexé, le fonctionnaire Mahorais est indexé à 40%, lorsque son homologue réunionnais, il est à 53%. Et le bienfait de l'indexation, tout le monde le connaît. L'INSEE a fait des études là-dessus, on le sait, depuis 2012, depuis l'entrée à Mayotte de l'indexation, on voit que la consommation en a bien bénéficié, et quand la consommation bénéficie, c'est l'économie qui circule. Donc, pour ne pas nous asphyxier davantage, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à 40%, il faut que le parlementaire que je serai se batte dès la première heure à l'indexation à 53%. Alors justement, vous êtes dans la circonscription 2, celle du Sud, donc on se rappelle des difficultés qu'ont connues ces populations du Sud, des communes du Sud par rapport à cette crise de l'eau. Aujourd'hui, qu'en est-il? On savait qu'ils attendent beaucoup de leurs élus, ceux d'actuellement ont été beaucoup décriés. Quelle sera votre action par rapport à ça? Déjà, l'action prioritaire par rapport au dossier de l'eau, moi je l'ai toujours dit que s'il y a quelqu'un qui connaît mieux ce dossier de l'eau, c'est moi, en tant que président du comité de bassin, en tant que rédacteur du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Depuis 2015, je l'ai décrié dans vos antennes, mais j'étais à un niveau qui ne me permettait pas d'aller plus loin. Je l'ai décrié que si jamais certains investissements n'étaient pas réalisés, les coupures d'eau en 2017 étaient inévitables. Aujourd'hui, on le voit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a condamner une population pendant 4 mois à ne pas avoir de l'eau, mais qu'est-ce qu'a fait notre gouvernement? Le gouvernement est venu pour chercher un prêt au syndicat qui a eu de mal à investir, le syndicat qui a eu du mal à réaliser les opérations faute de moyens. L'État est venu faciliter à l'octroi d'un prêt. Moi, je me battrai dès les premières heures pour que ce prêt devienne une subvention. C'est inacceptable qu'on ne donne pas une population, qu'on coupe l'eau à la population. Après, on va prêter de l'argent pour que cette population qui a été condamnée à ne pas avoir de l'eau, de payer un prêt. Donc, vous voyez, quand on n'a pas d'eau pendant 4 mois, on devait être considéré comme étant mort. Donc, quand on est mort, on ne rembourse pas un prêt. Alors, dernière question, en quelques mots. Vous êtes également dans la circonscription 2 avec Mansour Kamardine qui, lui, a réalisé un score de plus de 30%. Aujourd'hui, vous êtes comment? Vous vous sentez comment par rapport à sa candidature? J'aime bien les gens qui manipulent les chiffres, parce que moi, je les manipule aussi bien que pas mal de gens. C'est très bien de parler de pourcentage, mais je vous invite, madame, à regarder les chiffres, les valeurs, en fait, les chiffres en valeur. Vous verrez que Mansour Kamardine a perdu pratiquement 2000 voix entre 2012 et 2017. Il a perdu des voix. Moi, j'arrive, c'est ma première candidature en tant que député. J'arrive avec un certain nombre de voix. Donc, moi, je suis dans une dynamique de progression. Lui, il est dans une dynamique de régression. Donc, gardez-vous vos pourcentages. Moi, je regarde les chiffres. On l'aura ce dimanche. Voilà, et le dimanche, on verra. Vous restez avec nous, Ibrahim Bonari, pour une autre intervention tout à l'heure. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 13 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La grève des avocats qui a débuté vendredi va se poursuivre. Pourtant, hier en début de soirée, les chefs de juridiction se sont fendus d'un communiqué afin d'expliquer que 32 badges venaient d'être réceptionnés et paramétrés. Ils ajoutaient par ailleurs déplorer qu'un simple retard de 3 jours ait pu susciter un tel mouvement de grève d'avocats pourtant parfaitement rompus aux questions de délai, et ce au point de compromettre le fonctionnement normal des audiences et de la session d'assises en cours. Des mots qui n'ont pas été du goût des avocats, car si la principale revendication concerne bien la délivrance de ces badges permettant un accès libre au tribunal, d'autres problèmes ne sont toujours pas réglés. Par le biais d'un communiqué, les avocats affirment qu'ils restent donc ouverts au dialogue,
mais qu'en attendant de nouvelles avancées significatives, ils poursuivent leur mouvement jusqu'à nouvel ordre. Le MEDEF, qui au niveau national, mais également à Mayotte, s'est prononcé pour Emmanuel Macron, entend bien jouer un rôle dans ce second tour des législatives. À ce titre, le président du syndicat des patrons mahorais, Thierry Galarme, vient d'adresser un courrier aux 4 derniers candidats du département. Le MEDEF Mayotte souhaite ainsi que chacun d'entre eux clarifie sa position concernant la proposition phare du syndicat, à savoir l'instauration de Mayotte en zone franche fiscale et sociale pour une durée de 10 ans sur tout le territoire et toute activité confondue. Une demande à laquelle le président Emmanuel Macron s'était montré favorable durant la campagne, mais qui reste pour l'heure conditionnée au résultat des élections législatives. Le syndicat conclut son courrier en affirmant que pour Mayotte en 2018, ce sera la zone franche ou la mort de l'économie locale. Une criante injustice est sur le point de prendre fin en France, mais également en Europe. En 2015, la loi d'actualisation du droit des Outre-mer programmait la fin des frais d'itinérance téléphonique à compter du 1er mai 2016 entre les territoires ultramarins et la métropole. Une manière de rendre effective la continuité territoriale tant promise par les hommes politiques. La fin du roaming sera effective dès ce jeudi 15 juin dans 28 pays membres de l'UE, dont le Royaume-Uni, mais également l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. En revanche, le roaming est encore actif en Suisse, mais aussi chez certains opérateurs dans différents territoires situés en Europe comme Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. La nouvelle est excellente pour le portefeuille de tous les Européens, à l'exception des opérateurs continentaux, qui devraient perdre plus d'1,2 milliard d'euros par an. Pour revenir sur l'un des sujets traités dans nos brèves, on a parlé de cette zone franche. On attend beaucoup votre position par rapport à ça, notamment vous avez été interpellé par le MEDEF qui veut savoir si oui ou non vous soutenez l'installation de cette zone franche à Mayotte. Oui, je viens de voir que vous avez dans le reportage, on a vu un courrier, mais moi malheureusement, j'ai pas encore reçu ce courrier. D'autant plus que dans ma profession de foi, moi je me suis exprimé clairement sur cette zone franche. Moi, ces dernières années, j'ai travaillé sur l'enquête emploi en métropole, donc je sais ce que c'est l'emploi, je sais ce que c'est l'entreprise. Et la zone franche ne va pas apporter uniquement des exonérations, mais ça permettra aussi d'avoir une idée bien précise sur le tissu économique, sur les entreprises. Donc c'est une mesure qui permettrait de suivre les petites entreprises aussi. Il ne faut pas croire que c'est fait uniquement pour les grandes entreprises. C'est un outil qui va permettre de connaître ce milieu qui est encore très mal connu à Mayotte et ainsi pouvoir peut-être aider les petites entreprises à se structurer, à s'organiser. Donc moi je pense qu'il faut se battre, il faudrait vraiment se battre pour que cette mesure soit effective le plus rapidement possible. Merci beaucoup en tout cas Ibrahim Bonari d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat pour le MDM pour ce second tour des législatives dans la Circo 2. C'est moi qui vous remercie. Et on termine maintenant avec les Journées nationales de l'archéologie qui approchent à grands pas. Prévues du 15 au 18 juin sur le territoire, la 4e édition s'annonce riche en connaissances. Un rendez-vous incontournable organisé par l'INRAP au niveau national et par la DAC, le MUMA, le conseil départemental et la commune d'Aqua au niveau local. Zoom sur cet événement dédié à la découverte des différentes facettes de l'archéologie dans ce reportage signé Adèle Laurent. Dans ces carrés, ça avait de monnaie d'échange. Ce sont les Anglais qui nous ont amené ces carrés. Et c'est les archéologues qui l'ont trouvé dans l'agro. Je vais vous expliquer, les archéologues, ce sont eux qui fouillent pour trouver des objets. Vous savez comment on fouille? Avec les outils. Si vous voulez, nous on le fait ici, mais c'est la journée archéologique, jeudi et vendredi. Donc on va fouiller derrière. Même le samedi aussi, on sera ici. Et peut-être qu'en fouillant, en grattant le sol, vous allez peut-être trouver un canon. Ou peut-être des poteries. Des objets très anciens pour comprendre l'histoire. Les Journées nationales de l'archéologie débutent jeudi et depuis 2 ans, c'est le musée de Mayotte qui se charge de les organiser. Objectif, sensibiliser le public à la diversité du patrimoine archéologique et présenter les dernières avancées de la recherche. Et si le MUMA a pour mission d'éduquer toute l'année à travers la connaissance de l'histoire, il permet également aux enfants de pouvoir jouer en apprenant, comme ce sera le cas durant leur journée porte ouverte ce jeudi, vendredi et samedi.
Ateliers fouilles, reconstitution d'objets, fabrication de poterie, des ateliers pratiques sont prévus à destination des plus jeunes. L'une des missions essentielles du musée est l'éducation. Il est là aussi pour permettre à ces enfants, dans l'appropriation, de pouvoir jouer en apprenant. Il y a savoir, il y a aussi faire. Donc l'appropriation de l'histoire par les enfants est un élément fondamental pour la construction de l'identité de ces enfants. Et tout au long de l'année, le MUMA accueille des élèves, comme c'était le cas aujourd'hui avec la classe de CP de l'école primaire de Msamoudou. Après un travail effectué sur le patrimoine de Mayotte, il était tout naturel pour leurs professeurs de faire leur sortie de fin d'année au musée. On a construit tout un projet autour de la littérature de jeunesse qui concerne Mayotte. Il y a un des ouvrages qui s'appelle Nassabia, la petite archéologue, et qui nous explique en fait ce qu'est le métier d'archéologue. Et pour faire écho à tout ce que l'on a découvert, on a choisi de visiter ce lieu. Les enfants sont très réceptifs et moi-même j'apprends beaucoup de choses. Et ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire. On veut voir des vrais canaux, des bateaux, des objets, des colliers, des pierres, des assiettes. On veut les voir en vrai parce qu'on a envie de reconnaître l'histoire. Comme le dit l'adage, il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre où l'on va. Et ces journées portes ouvertes sont une bonne occasion de mieux connaître le patrimoine de l'île. Les outils de l'archéologie, le métier de l'archéologie, ce qu'on fait après quand on a découvert un objet, on a aussi une conférence qui va être animée par un archéologue. Il y a vraiment un panel d'actions, d'activités qui vont permettre effectivement à ceux qui viennent d'apprendre davantage sur les découvertes d'archéologie ou sur l'archéologie à Mayotte, en même temps le métier de l'archéologue. Ateliers, conférences, expositions, de nombreuses animations seront mises en place du 15 au 18 juin au musée de Mayotte, mais également à la mairie d'Aqua. La programmation complète est à retrouver sur le site internet journée-archéologie.fr. Passionnés d'histoire ou simples curieux, seuls, entre amis ou en famille, les Journées nationales de l'archéologie sont une occasion de découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Des dates à noter dans les agendas. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.